Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Alors cette semaine, on vous emmène en Martinique à la découverte du diocèse de Saint-Pierre et Fort-de-France. Alors ce diocèse comprend une population qui est faite de multiples identités. C'est aussi une terre placée sous la menace de risques naturels. C'est aussi un territoire qui a désormais un statut d'une collectivité territoriale unique depuis une dizaine d'années, donc à la fois département et région. C'est une région où les tensions sont parfois fortes et qui se sont même peut-être accrues avec la crise sanitaire. On en parlera certainement dans cette émission. Alors Martinique, c'est environ 380 000 habitants. Le diocèse de Saint-Pierre et Fort-de-France est constitué pour sa part de 47 paroisses et de 8 districts. Une quinzaine d'établissements scolaires existent aussi au sein de l'enseignement catholique. C'est aussi une présence d'église. Alors du côté des forces vives, des forces humaines, on décompte pas moins de 66 prêtres en activité actuellement. Et on peut aussi noter que 2 ordinations diaconales en vue du sacerdoce vont être prochainement annoncées. Et il y a eu récemment 2 ordinations sacerdotales aussi. Du côté des diacres permanents, on compte 14 diacres permanents et une demi-douzaine de communautés religieuses pour ce diocèse. Et pour nous en parler, nous sommes très heureux d'accueillir son évêque, Monseigneur David Macaire. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors, Monseigneur Macaire, vous êtes archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France depuis 2015. Vous êtes également, on peut le dire, on en parlera peut-être un peu au cours de cette émission, administrateur apostolique du diocèse de Basse-Terre, donc en Guadeloupe, depuis la démission pour raison d'âge de Monseigneur Riocreux. Alors, quelques repères biographiques vous concernant. Vous êtes né en 1969 à Nanterre, mais vous êtes parti très tôt en Martinique, à l'âge de 4 mois. Et alors, pour faire un saut dans le temps assez lointain, vous avez ensuite été ordonné prêtre en 2001 à Toulouse, au sein de l'ordre des Dominicains de la province de Toulouse, et vous avez été prieur de différents couvents dominicains de 2006 à 2015, année où vous serez donc nommé et ordonné évêque de Saint-Pierre et Fort-de-France. Votre devise épiscopale montre Jésus. Alors, Monseigneur Macaire, comme cette émission est diffusée à l'approche de Noël, on pourrait peut-être évoquer d'abord cette fête de Noël. Qu'est-ce qu'elle représente en Martinique ? Bon, un peu comme partout, nous sommes obligés de lutter contre le consumérisme qui fait ravage. Mais il y a quand même un bon esprit chrétien. Alors notamment, un truc très, très spécial pour ceux qui viennent d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle les chantées Noël. Alors il y a plein d'Antillais en métropole, d'ailleurs ici en France, qui font des chantées Noël. Il y a un livre de cantiques mais bien catholiques du XVIIIe siècle, avec des paroles, voilà, et qui est connu par tout le monde, mais les païens, les non-catholiques, enfin, et la grande tradition, c'est pendant l'Avent, se réunit pour faire des chantées Noël. Vous imaginez qu'il y a quelques repas qui circulent et quelques punches, etc. Mais enfin, entre tout ça, on chante avec des tambours, des tibois, des chachas, enfin tout ce qu'on trouve sous la main fait du bruit. Et on chante à tue-tête ces cantiques de Noël qui sont très beaux, dont les paroles sont très théologiques, très justes théologiquement, et beaucoup de chrétiens d'ailleurs l'utilisent pour évangéliser leur famille, etc. Donc ça, c'est l'aspect particulier de notre Noël. À part l'aspect culinaire, les cadeaux, finalement, ça se passe un peu comme en France. Il n'y a pas de grande différence. Après, il ne fait pas froid à Noël, et il fait chaud, et voilà. C'est pas du tout la même ambiance. On n'est pas frigorifié aux messes de Noël. Au contraire, il fait plutôt une bonne température. Alors, Monseigneur Macaire, je voudrais peut-être, pour démarrer cette émission, citer un premier extrait de votre dernière lettre de rentrée pastorale, dans laquelle vous écrivez notamment ceci, vous donnez un constat sur finalement aujourd'hui la Martinique. Malgré des atouts humains, matériels et naturels uniques dans la Caraïbe et dans le monde, la population de la Martinique est en décadence démographique, en essoufflement économique et en crise identitaire, en dégénérescence culturelle. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Monseigneur Macaire, pourquoi finalement les Martiniquais finalement, pourquoi ça va si mal ? Est-ce que ça va si mal d'abord ? Ça va pas bien. Ça va pas bien. D'abord parce c'est un peu sévère ce que je vais dire, mais on a quand même échoué, et collectivement, l'Église a sa part, enfin la communauté des catholiques a sa part, parce qu'elle est très importante encore là-bas. Dans les 50 dernières années, on peut dire qu'une grosse majorité des jeunes sont passés, au moins jusqu'à la confirmation, au catéchisme. Nous n'avons pas de mouvement de jeunes, la famille n'est pas assez structurée. Alors il n'y a pas que nous, il y a toute la société martiniquaise, il y a son histoire, mais aussi le piège du consumérisme occidental et de la vie occidentale dans lequel on est tombé, mais alors on a plongé la tête la première.
On a un urbanisme qui est idiot, avec des grandes maisons. Il faut absolument que tout le monde ait 2 voitures, etc. Enfin, il y a plein de... Le monde politique aussi a sa part. Tout le monde a fait peut-être de son mieux, mais on s'est fait avoir. Et donc, la suite de mon texte, que vous m'avez fait la joie de lire, c'est de dire, enfin, c'est peut-être le moment de réfléchir, parce que les conséquences sont très graves. Les conséquences écologiques, de santé mentale, de santé publique, mais aussi du point de vue de la population, de la démographie. On ferme des écoles, il y a un nombre énorme de familles qui quittent la Martinique. On a 4000 personnes, on n'avait jamais vu ça. La population de la Martinique a toujours augmenté, et là, elle est en baisse depuis une bonne dizaine d'années, en baisse violente. Et tous les feux sont au rouge, j'ai envie de dire. Enfin voilà, il y a moins d'enfants par femme, moins de jeunes en âge de procréer. Enfin, et donc, il y a un grand doute qui s'est installé, et en même temps, une grande espérance pour les hommes et les femmes de bonne volonté, notamment beaucoup de catholiques qui ne sont pas, comme je ne cesse de le dire, comme en métropole, parfois un peu excommuniés de la culture, les catholiques. Là, non, les catholiques sont présents. Ils ne sont pas hégémoniques, mais ils ont leur rôle à tenir. Et donc, c'est le moment de repenser une nouvelle Martinique, notamment avec Laudato Si, par exemple, j'ai l'impression que le pape François a écrit cette encyclique pour les Antilles françaises, notamment pour la Martinique, mais pour la Guadeloupe aussi. Le lien avec notre terroir, le lien de la population entre elles, notre culture, les éléments propres à notre culture qui est, comme vous l'avez rappelé, qui est cosmopolite, certains disent créole aussi, c'est un mélange, il y a bien sûr de l'européen, beaucoup d'africain, de l'asiatique, enfin, et ça donne quelque chose de très particulier qui est notre culture, et puis surtout le catholicisme. C'est finalement la foi catholique qui a unifié tout ça dans l'histoire, dans notre histoire. Et donc, c'est cette foi catholique, cette façon universelle, ce rapport à l'homme, à la terre, à Dieu, qui façonne l'âme antillaise, croyant ou non croyant. Donc, c'est le moment de rebattre un peu la mayonnaise et de retrouver une cohérence à tout cela. Donc, c'est passionnant, en fait. Oui, alors dans cette lettre de rentrée pastorale, vous aussi vous dites 2 choses. Vous dites que l'Église est concernée, elle-même est atteinte par ce phénomène-là, enfin, Oui. Oui. vieillissement des assemblées, éloignement des jeunes. Voilà, vous établissez un certain nombre aussi d'éléments comme ça de constat. Mais vous dites aussi, voilà, on a travaillé sur le sujet. Alors il y a eu une démarche synodale, on va peut-être en parler, qui permet d'avoir des outils. En fait, aujourd'hui, vous parlez d'un plan de bataille, hein, c'est ça, Ouais. d'un plan de bataille pour l'Église. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire finalement comment vous avez travaillé cette démarche synodale qui a été, on peut dire, clôturée l'an dernier? Qu'est-ce que ça a donné comme orientation principale à Alors, je ne vais votre pas tout vous diocèse? dire parce que ça a été, il y a eu beaucoup d'orientations, enfin à peu près 90 orientations qui ont été prises par le synode. Globalement, il y a eu première étape, 2015, donc autour de mon arrivée dans ce ministère de ce service épiscopal en Martinique, les prêtres m'ont mis le doigt sur un certain nombre de sujets. Bon. Et donc, première rencontre avec les prêtres, que je connaissais déjà pour la plupart, en tout cas les Martiniquais, mais les autres aussi, c'est assez rapide finalement. Et en faisant le tour de chaque paroisse, il y a eu à chaque fois un mini-synode paroissial autour de l'évêque, un nouvel évêque qui arrivait, et je prenais des notes à travers aussi le prisme des réflexions des prêtres, hein, qui était une réflexion vraiment assez charpentée. Et donc à ce moment-là, a commencé une certaine réflexion, au bout d'un an et demi, d'avoir vu chaque paroisse et une assemblée. Là déjà, je me rends compte qu'il n'y a aucun parti politique, aucune religion, aucune association ou je ne sais pas quoi en Martinique qui peut rassembler dans chaque paroisse, il y a 34 communes, mais 47 paroisses, un groupe de 20 à 150 personnes, uniquement en parlant des responsables. Je ne parle pas de l'assemblée dominicale, uniquement les responsables des groupes de prière, des groupes de jeunes, des chorales, de la liturgie, etc., la pastoral de la santé, par exemple. Bon. Donc uniquement, je dis, mais on a une force de frappe impressionnante quand même dans cette... Même si derrière, les responsables sont vieillissants, c'est souvent des femmes, il y a peu d'hommes impliqués. Enfin, on se rend compte d'un certain nombre de briques qui manquent dans le mur. Mais enfin, le mur est là, et puis il est quand même épais, il est impressionnant. Un peu trop, peut-être qu'il est même trop gros, j'ai envie de dire. Parfois, l'Église catholique en Martinique, c'est une grosse machine.
Et donc, par rapport à la taille de l'île, j'entends, et aux autres institutions. Donc l'enjeu, c'est une organisation, une orientation commune, sinon chacun trace son sillon. Chez nous, on dit chaque bête a fait qu'éclairer pour Namli. Ça veut dire que chaque luciole éclaire pour elle-même, quoi, hein. Donc non, il faut qu'on éclaire tous ensemble pour avoir une belle lumière, le soleil du Christ, quoi. Et donc, à la fin de cette période, vers 2016, on a fait des grandes assemblées en 5 chantiers officiellement, mais en fait, il y en avait 7. Et donc, pour résumer ma réponse, donc, premier chantier, la famille. Plus important, avec les blessures de nos familles antillaises, par rapport à l'homme, à la place du père, l'éducation des enfants, le rôle de relations de couple. Enfin, on sent que la famille est très, très blessée, y compris la famille catholique et chrétienne. Voilà, deuxième chantier, les paroisses. Et là, on a lancé des petites communautés ecclésiales. Donc, il y en a près de 600 qui ont été créées. Les PCE, des PCE, voilà. Des PCE, alors en Guadeloupe, ils appellent ça TKL en créole. C'est des petites communautés de l'Église, mais en Martinique, on a choisi le vocable français. Donc des petites communautés, c'est en train de se mettre en place. C'est pas encore tout à fait, voilà, il faut mettre en place ce genre de pastoral. Et puis l'accueil dans les paroisses, un accueil personnel, parce qu'on a des grandes paroisses avec beaucoup de gens à la messe, mais les gens ne se connaissent pas. Enfin, voilà, il y a des choses à changer dans l'accueil, dans la façon de fonctionner. On a fait un gros réseau intranet qui relie toutes les paroisses. Alors, il y a tout là-dedans. Il y a certificat de baptême, inscription de caté, tout ça. Les gens peuvent s'inscrire. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Et puis ensuite, alors, il y a les jeunes et le catéchisme. On a renouvelé le catéchisme. Ce sont les parents, maintenant, qui font le catéchisme. Alors, au fur et à mesure, on met ça en place, hein. On s'est rendu compte que dans les familles, on ne parlait pas de Jésus. Donc il y a beaucoup de gens, il y a encore beaucoup d'enfants inscrits au catéchisme. Il y a, je sais pas, peut-être, on va dire 50% des enfants sont inscrits au caté. Mais dans les familles, je m'aperçois bien que les grands-parents sont impliqués, mais parfois les parents et les enfants eux-mêmes me disent dans les lettres de confirmation, je confirme à peu près 5000 jeunes par an. Non, pas 5000, pardon, 2500, pardon, je coupe en 2 ans, 5000 en 2 ans. Et je me rends bien compte que parfois, les parents ne savent plus faire le signe de croix, enfin, le jour de la confirmation. Donc, il fallait retrouver et dire aux parents, même si vous n'êtes pas bon, on va vous aider. Les catéchistes vont vous épauler, mais c'est vous qui allez enseigner la foi à vos enfants. Donc, on a changé le système de caté. On est en train de le faire, hein, progressivement, mais ça, c'est l'orientation de la démarche synodale. Et puis pour les groupes de jeunes aussi, on a mis en place des choses. L'idée, c'est de mettre en place des patronages. Enfin, tout ça n'est pas encore mis en place. Certaines choses ne sont pas encore faites, notamment ce que je viens de dire sur les patros, mais on y travaille. Il y a déjà les premiers essais qui sont faits. Quand vous parliez des familles, ça veut dire qu'il y avait un début de rupture de transmission, Oui. d'une certaine manière? Oui, il y avait un gros début, violent début de rupture de transmission. Que vous êtes en train d'essayer de corriger. Voilà, exactement. Il faut en prendre conscience, parce qu'on n'en prend pas conscience, parce que les assemblées sont encore pleines, etc. Puis les 2 autres chantiers, pour faire court, c'est un chantier sur le lien entre les chrétiens et le monde politique et associatif. Là, on a créé une sorte de think tank. Un gros chantier dont je suis très très fier d'écoute fraternelle et qui va jusqu'à l'exorcisme. Voilà, là, on a réussi à former près de 300-400 personnes qui sont chaque année renouvelées dans leur formation et qui peuvent écouter. Alors, ils font pas l'exorcisme, hein, ils sont là juste pour écouter, mais s'ils décèlent quelqu'un qui a besoin d'une prière, etc., avec une cellule aussi de diagnostic avec des psychiatres et des professionnels, des psychologues. Et puis à ce moment-là aussi, c'est dans ce service-là aussi qui finit par une cellule, si besoin est, pour des questions de délivrance. Et puis un grand réseau Laudato Si. Un grand réseau de Laudato Si travaille par rapport à la terre, éducation des jeunes dans les écoles, les marches, le bien-être, un certain mode de vie, voilà, inspiré de Laudato Si. On a même réussi à avoir un label vert, Église, voilà. Donc voilà, c'est c'est pas fini parce qu'il y a tellement de choses. Donc il y a plein de laïcs et les prêtres aussi qui s'y mettent. C'est pas mal du tout. Mais tout ça est encore en chantier, même s'il y a de très belles réalisations. Laudato Si, ça touche particulièrement votre diocèse? Alors, ça devrait toucher. Alors ça, c'est les grandes difficultés. On n'a pas, par exemple, réussi à motiver, à vraiment... On n'a pas, par exemple, réussi à résumer Laudato Si de façon à avoir un résumé assez ferme sur quelques notions, quelques principes, avec un bon PowerPoint, une bonne vidéo.
de façon à ce que toutes les familles, tous les jeunes, et les responsables, les prêtres et tout, aient en tête les principaux actes de Laudato Si. Pour l'instant, c'est un peu vague, c'est un esprit, on n'a pas encore ici. J'aurais aimé, mon rêve, c'est de former une sorte de mallette de formation avec une équipe ou deux qui circulent dans l'île et propose un module de 3/4 d'heure avec questions, machin, etc. Et puis qu'on puisse examiner dans chaque paroisse qu'est-ce qu'on a fait. Mais l'esprit est là, et voilà, c'est encore en chantier. Tout n'est pas, évidemment, c'est assez chouette. Et puis en même temps, moi qui suis comment dire, un impatient, j'aurais aimé que tout soit déjà en place, etc. Mais faut se calmer. Ça fait que on a ce qui a été conclu en 2020, puisque ça s'appelait Ecclesiam 2020, ce cheminement, c'est OK, on a expérimenté déjà ce qui marche pas dans ce qu'on a décidé. On sait où on va maintenant, donc on grave dans le marbre et puis on suit ce sillon. Voilà. Il y a aussi, alors vous invitez les fidèles à pratiquer ce que vous appelez les 5 essentiels. Qu'est-ce que c'est les 5 essentiels? Alors, ah oui, ça c'est un petit peu le cadeau du bon Dieu et du ciel, qui était déjà inscrit dans la Bible depuis des années. Je me rappelle, une fois, j'avais 20 ans, j'étais comme vous, j'étais reporter à Radio Saint-Louis, qui est la radio diocésaine, et qui est la troisième radio de l'île en temps d'écoute, etc., avant certaines radios commerciales, aujourd'hui. Et à l'époque, je faisais un reportage de carême à la cathédrale, et le curé, le père Méranville, qui a été ensuite l'évêque et mon prédécesseur, avait fait méditer par petits groupes toute la cathédrale qui était remplie en plein carême sur Acte 2, 42, la première communauté chrétienne. Et ça avait été vraiment, j'avais participé donc comme reporter bénévole, bien entendu, à ce temps, et je sentais les gens renouvelés par ce texte, en disant mais nous on veut vivre ça, alors que dans nos grandes paroisses en Martinique, il y a tellement de monde, est-ce que vraiment on se connaît, est-ce qu'on vit ce qui se dit dans ce texte biblique de la première communauté, donc la communion fraternelle, est-ce qu'on connaît je sais pas, ma date d'anniversaire, est-ce que mes frères chrétiens me connaissent, est-ce qu'on vit la prière ensemble, bon, il y a la messe, mais est-ce qu'on a d'autres temps, est-ce qu'on vit ensemble la mission et l'évangélisation, le témoignage, est-ce qu'on vit ensemble le service d'église, est-ce qu'on vit la formation, donc c'est les fameux 5 essentiels, est-ce qu'on est formé, etc. Et donc, grâce à Talentéo notamment et à d'autres, on a réussi à formaliser donc, ces 5 essentiels, on retrouve ça ailleurs, sur Internet, partout, comme une doctrine qui doit animer toutes les communautés chrétiennes, quelle que soit leur taille, même les familles. Dès que 2 ou 3 sont réunis au nom du Christ, est-ce que nous vivons les 5 essentiels? Voilà. Ça peut être pour une chorale, ça peut être pour une PCE, bien entendu, en premier. Donc c'est la doctrine de base, et c'est formidable, parce que c'est vraiment génial. En 5 mots, on a tout. Et c'est biblique. Et donc là, on peut cocher d'une certaine façon. Alors, il y a d'autres méthodes qu'on a mises en place pour tout le monde, qu'on essaie de mettre en place au fur et à mesure. Parce qu'on manque de méthodologie parfois chez nous. Donc là, au moins, c'est une méthode. Et l'objectif principal en ce moment, c'est que les paroisses, les groupes, le groupe de prière, la PCE, tout le monde dit, OK, on coche. Est-ce qu'on vit les 5 essentiels? Sinon, il manque quelque chose, c'est boiteux notre truc. Alors, Monseigneur Macaire, vous êtes aussi administrateur apostolique du diocèse de Basse-Terre, on le disait en début d'émission, donc en Guadeloupe. Quel regard vous portez sur cette partie-là? Alors, aujourd'hui, on parle essentiellement évidemment de la Martinique, mais quand même, vous êtes aussi pris par ce diocèse-là en ce moment. Quel regard vous portez? Comment vous faites pour être aussi, d'une certaine manière, le pasteur de ce diocèse? Oui, 2 salles, 2 ambiances, la Martinique et la Guadeloupe. C'est assez différent. D'abord, c'est un archipel, la Guadeloupe. Il y a 8 îles différentes, Marie-Galante, la Désirade, Saint-Barth, Saint-Martin, enfin voilà, les Saintes, et puis les 2 îles de la Guadeloupe elle-même. Donc ça fait beaucoup. Mais en même temps, c'est assez amusant. Ça me permet de voir la différence, d'être évêque autrement. En Martinique en particulier, de voir à quel point des équipes efficaces, des collaborateurs efficaces disent OK, l'évêque ne peut pas tout voir, tout trancher comme avant, et tant mieux. C'est un peu comme la maman, vous savez, quand la maman est malade dans la maison, eh bien, tout le monde doit passer le balai, faire à manger. Il y a des talents nouveaux se révèlent. C'est un peu frustrant pour certaines équipes ou certains collaborateurs dont je suis très proches ou qui ont des projets qu'on a bâtis ensemble, donc qui ont besoin de ma présence, ne serait-ce que personnelle, pas simplement comme évêque.
Donc pour eux, ben, du coup, ils me voient moins. Et puis en même temps, ça permet à chacun de, voilà, de se mettre en route. Et puis je vois, par exemple, le lancement du synode a été très différent enfin, du synode romain. Le 17 octobre a été très très différent en Martinique et en Guadeloupe. C'était pas du tout la même façon. C'est là qu'on voit que l'évêque, il est là que pour accompagner, parce que finalement, ça aurait été moi qui décidais, ben, ça aurait été à peu près pareil des deux côtés. Non, pas du tout. C'était très très différent, parce que les équipes avaient choisi des options différentes. Voilà, je vais vous donner un exemple. En Guadeloupe, on a décidé d'avoir des ambassadeurs du synode, donc des gens qui ont reçu une mission pendant toute la durée de cette réflexion synodale, d'aller vers les autres et d'organiser des réunions et ensuite de venir eux-mêmes faire les synthèses. Alors qu'en Martinique, on va faire fonctionner des assemblées synodales qu'on a déjà mises en place pendant notre propre démarche synodale. Et notamment, on utilise beaucoup en Martinique les Google Forms, sans faire de pub, mais par Internet, ce qui nous fait gagner un temps fou dans nos consultations et même une certaine liberté. Et on l'utilise sur place et en groupe. Jamais tout seul dans son coin devant son ordinateur, mais du coup, les fameuses remontées, vous savez, de groupe, hop, tout de suite, c'est affiché sur l'écran, et là, on discute. Donc on gagne 2 heures, 3 heures sur notre travail, ce qui nous libère beaucoup pour pouvoir avoir des discussions, des rencontres, même les prêtres aussi. Donc vous voyez, ce sont des méthodes différentes, mais c'est assez sympa. Alors, Monseigneur Marquet, on arrive à la dernière partie de cette émission Déjà où donc les fidèles posent leurs questions à leur évêque. Ça s'appelle les questions de terrain. Voilà une question qui vous est posée par Pascal Pierre-Louis. Elle est membre de l'aumônerie nationale Antilles-Guyane. Bonjour, Monseigneur Macaire. Je suis très heureuse de cet échange avec vous. Alors moi, je souhaiterais vous poser une question par rapport aux jeunes de la Martinique. Quel message fort pourriez-vous leur adresser, puisque nous savons que nous avons quand même beaucoup de jeunes qui sont peut-être désespérés, qui sont découragés ou qui peut-être en fait n'ont plus tout simplement ce besoin de se tourner vers le Seigneur. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui, hein? Comment les aider à répondre à cet appel de Dieu sur leur vie? Merci Pascal. J'aime bien la photo, il y a l'image de Pascal juste derrière avec la Martinique et l'icône. Alors, non, il faut dire aux jeunes que nous avons un projet pour eux. Voilà. Je pense qu'on a fauté, y compris dans l'Église, du point de vue de l'éducation. La notion d'éducation. On sait instruire, donner une instruction scolaire, y compris le caté, mais ce qu'on ne sait pas faire, c'est éduquer. Éduquer, et puis aujourd'hui, éduquer, c'est prendre le jeune personnellement. Du coup, ils sont éduqués par leur portable, en fait, en réalité, et par une culture ambiante qui est mortifère et qui n'est pas, enfin, quand elle est isolée, il n'y a pas que du mauvais dans la culture des jeunes, mais quand il n'y a rien d'autre, eh bien, ça peut les conduire dans des chemins de ténèbres. Ils le savent, hein. Ils le savent mieux que nous, d'ailleurs, les adultes. Donc l'Église doit avoir un projet pour eux. Et en fait, notamment après le synode sur les jeunes à Rome, je me suis rendu compte qu'ils ne sont pas l'Église de demain, ils sont l'Église du présent. Donc il faut leur donner les clés de l'Église. Vous savez, quand j'avais 14 ans, mon curé m'a dit « Ok, c'est toi qui es responsable de telle chose. » Voilà. Et après, je n'ai pas arrêté d'avoir des responsabilités dans l'Église. Bon. Eh bien, maintenant, je crois qu'il faut dire ça à nos jeunes. Et nos communautés ne sont pas toujours capables. Et quand on leur fait confiance, on n'est jamais déçu. En tout cas, moi, en 7 ans d'épiscopat, je n'ai jamais été déçu d'avoir fait confiance à des groupes de jeunes qui vont très loin, très très loin, qui sont capables on a par exemple réalisé les JCJ, c'est-à-dire les journées caribéennes de la jeunesse chez nous, avec des équipes de jeunes qui se sont mises au service, qui ont préparé des choses extraordinaires pour les jeunes de la Caraïbe qui venaient. On n'a aucun regret. Donc il faut que nous leur proposions un projet ecclésial, mais aussi un projet sociétal. En fait, beaucoup de jeunes pensent qu'en Martinique, il n'y a pas d'avenir pour eux. Or, grâce à la date aussi, une certaine vision du terroir, de notre territoire, de ce que nous sommes, de ce dont notre communauté est capable, des cadeaux que Dieu a fait à la Martinique, on peut montrer à beaucoup de jeunes, je parle aux catholiques, mais aux autres aussi, qu'il y a de quoi faire, j'ai envie de dire, pour qu'ils soient heureux
dans le pays et dans leur famille. C'est d'ailleurs pour ça que vous savez que j'ai créé avec d'autres, c'est pas moi, mais une université qui est encore modeste, qui s'appelle l'ICEA, l'Institut catholique européen des Amériques, qui propose à des jeunes de commencer leur vie adulte et d'apprendre à se débrouiller. Donc on a essayé d'avoir un niveau le plus excellent possible, des études notamment, la première formation de sciences politiques, mais il y en aura d'autres, en psychologie ou autres, pour leur apprendre les métiers de la mer ou des choses comme ça, à rester en Martinique et à découvrir leur vie adulte chez eux, et non pas d'abord en métropole, en France ou au Canada, etc., mais bien chez nous, parce qu'il y a le pays est plein, en fait, plein d'espérance. Mais souvent, ce sont des étrangers au pays qui arrivent et qui voient le potentiel. Et nous, on ne le voit pas. On a peut-être trop le nez là-dedans. On nous a appris, nous-mêmes, on s'est auto-persuadé qu'il n'y avait rien à faire. Donc ces jeunes, ils ont leur place, notamment dans l'Église. Et il y en a qui sont absolument passionnés par leur Église, mais passionnés. Et si on leur laisse la place, si les adultes acceptent de leur laisser, de leur faire confiance, eh bien on risque d'être très surpris par cette Église des Antilles. Eh bien, très bien, merci Monseigneur Macaire. On termine sur cette note d'avenir et évidemment plein d'espérance. Merci encore d'avoir accepté de répondre à nos questions et à celle de cette fidèle qui vous a posé cette question importante sur les jeunes et sur leur avenir. Si vous souhaitez en savoir plus sur le diocèse, évidemment, vous pouvez aller sur le site internet. Je vous donne l'adresse martinique.catholique.fr. Et si vous souhaitez revoir cette émission et bien d'autres, vous pouvez aller sur notre site internet ktotv.com. Merci de votre fidélité. À bientôt.